Bonjour à tous, bienvenue dans le grand JT de l'éducation. J'ai le plaisir de remplacer durant quelques jours Virginie Guillaume, mais pas de panique, elle sera de retour dès la semaine prochaine. Allez, tout de suite, voici le sommaire de cette émission. La réforme du lycée professionnel se précise pour la rentrée 2023. Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière vouloir réformer les lycées pro avec un projet de loi présenté dans quelques mois. Alors, quels seront les grands axes de cette réforme? Que faut-il en attendre? Et puis, surtout, cela va-t-il aider réellement à redorer le blason de la voie professionnelle? Nous en parlerons avec nos invités dans un instant. Faire rêver tout en prônant la différence, c'est le pari réussi de nos deux invités qui nous rejoindront en deuxième partie d'émission. Nous parlerons d'autisme avec Marie Maillot-Decorte et Jérôme Chabot qui proposent depuis 3 ans un spectacle qui s'adresse aux enfants, qui mêle féerie et poésie, le tout dans un décor fait à la main. Et puis enfin, ce sera la chronique de Brandon. En cette période de vacances scolaires, nous allons parler d'un souvenir d'enfance plus ou moins réussi. C'est évidemment les cahiers scolaires, le cahier des vacances. Mais avant ça, on retrouve Brandon pour faire le point sur l'actualité éducation du jour. Brandon, bonjour. Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Allez, on commence ce journal avec l'interview du président de la République Emmanuel Macron dans les colonnes du Parisien. Il est revenu sur plusieurs points en matière d'éducation. Premier point, le service national universel que le chef de l'État ne veut pas rendre obligatoire dans tout le pays du jour au lendemain en raison du défi logistique selon ses propos, mais entend accélérer sa mise en œuvre. Il a souhaité une montée en charge progressive. Il faut passer par la loi pour rendre obligatoire le service national universel, mais avant, il faut finaliser la concertation, a expliqué le président de la République dans les colonnes du Parisien. Le président est revenu également sur un autre sujet. Il l'avait déjà annoncé jeudi et il l'a répété aux Parisiens. Un enseignant va gagner entre 100 et 230 euros net de plus chaque mois dès la rentrée de septembre. Au total, 3 milliards d'euros supplémentaires seront versés pour financer cette mesure, a indiqué le gouvernement. Et on continue ce journal avec les épreuves de spécialité du baccalauréat qui font encore parler d'elles. Cette fois-ci, ce sont des erreurs de notation pour des dizaines d'élèves. Au moins 50 à 100 élèves seraient concernés par des erreurs de notation des épreuves de spécialité, a indiqué à l'AFP Jérôme Teillard, le chef de projet Parcoursup pour le ministère de l'Enseignement supérieur. En cause, une mauvaise numérisation des copies ou une correction partielle. Des erreurs qui peuvent avoir d'importantes répercussions pour les élèves, tant le coefficient des épreuves de spécialité est élevé, car pour la première fois, ces notes seront prises en compte dans Parcoursup, des notes qui sont remontées jusqu'au rectorat qui rassure que le nécessaire sera fait pour corriger toutes les erreurs. Elles ne devraient pas avoir de conséquences pour les vœux formulés par les élèves. Et puis vendredi, les musulmans ont célébré l'Aïd qui marque, vous le savez, la fin du Ramadan et de nombreux élèves ne se sont pas rendus en cours, encouragés notamment par des influenceurs sur les réseaux sociaux. Une vidéo en particulier a retenu l'attention de nombreux internautes, postée en début de semaine par l'influenceur Masdak Training, qui jouit d'une grande popularité sur le réseau social TikTok. La vidéo a cumulé 2 200 000 vues en moins d'une semaine. Et pour inciter les élèves à ne pas se rendre en classe, l'influenceur s'est appuyé sur plusieurs articles de loi, un moyen de justifier aux internautes qu'ils ont le droit de manquer les cours le jour de l'Aïd. Monsieur, avez-vous eu connaissance de la circulaire du 18 mai 2004 relative à la loi du 15 mars 2004 qui figure au bulletin officiel de l'Éducation nationale? Non? Eh bien, je cite, des autorisations d'absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses. L'Aïd faisant partie de ces fêtes, j'ai donc le droit de m'absenter. C'est bon, je déplace le contrôle et je t'autorise exceptionnellement à t'absenter vendredi. Dans cette vidéo, l'influenceur ne vise pas uniquement les élèves, mais aussi les enseignants. Et de nombreuses écoles d'Île-de-France ont subi ces appels sur les réseaux sociaux. Rien qu'en école élémentaire de Taverny, dans le Val d'Oise, 400 élèves étaient absents sur les 2000 scolarisés, selon la maire de la ville et la vice-présidente de la région, Florence Portelli. Et on continue ce journal avec une manifestation de grande ampleur pour la défense de la langue basque. 3000 personnes ont manifesté ce samedi dans les rues de Bayonne pour la défense de l'Euskara. Objectif principal, obtenir de l'éducation nationale le droit de passer les épreuves de baccalauréat en langue basque pour les élèves fréquentant les Ikastola. Ces écoles immersives où l'enseignement se fait exclusivement en basque. Et selon une enquête sociolinguistique publiée en mars, les bascophones représentent 20% des habitants de plus de 16 ans au Pays basque, un territoire qui compte une population de 315 000 âmes.
Si le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a donné son accord il y a un mois pour le brevet des collèges, l'interdiction vaut toujours pour le baccalauréat. Et on termine ce journal, Brandon, par une affaire prise très au sérieux par les autorités. De jeunes pirates informatiques s'en prennent aux établissements scolaires en piratant leurs espaces numériques de travail. Des menaces d'attentats publiées sur les espaces numériques de travail de collèges et de lycées. Les plateformes piratées par des jeunes hackers au nom du groupe État islamique ne cessent de prendre de l'ampleur ces dernières semaines. Mi-avril, le lycée Gustave Eiffel de Rouen et Jules Siffrid du Havre ont été la cible des hackers, avertissant d'une attaque prochaine. Entre septembre 2022 et février 2023, 40 collèges et lycées ont été ciblés par l'intermédiaire des portails numériques scolaires. 3 premiers suspects, des adolescents âgés de 14 à 17 ans, ont été mis en examen début février. Les enquêteurs continuent leur investigation pour mettre la main sur ces autres pirates informatiques. Merci beaucoup, Brandon. Où en est à présent la réforme de la voie professionnelle? Sera-t-elle effective pour septembre prochain? On en parle tout de suite avec nos invités. C'est la question du jour. Et pour la question du jour, donc sur la réforme du lycée professionnel, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Dylan Aïssi, porte-parole du collectif Une Voix pour tous. Bonjour. Vous avez aussi lancé votre podcast, ça s'appelle La Revanche des pros. Et vous donnez donc la parole à ces gens qui ont réussi avec la voie professionnelle et qui aujourd'hui font plein de choses diverses et variées, mais c'est passionnant. Donc voilà, ce podcast qui vient de sortir. Et puis avec nous par Skype aussi, Pascal Vivier, secrétaire général du SNETAA. Est-ce que je l'ai bien dit, Pascal? Bonjour. Bonjour, vous l'avez très bien dit. Bon, très bien. Alors, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est évidemment cette réforme des lycées professionnels portée par Caroline Grandjean. Une réforme qui tend à orienter plutôt les élèves. On a beaucoup parlé de ce sujet dans cette émission. Pascal Vivier, où ça en est aujourd'hui concrètement, cette réforme ? La question est excellente, mais la réponse est difficile. On est obligé de se tenir à ce que la presse en dit, aux rumeurs, mais également à ce que le président de la République a annoncé. Le président de la République a annoncé une loi, en tout cas la préparation d'une loi avant l'été. S'il y a loi, et nous sommes favorables à ce qu'il y ait une loi, parce qu'il n'y a rien de plus démocratique, ça permet aussi d'avoir du débat, à la fois au Parlement et dans tout un pays, mais personne n'en sait rien. Donc en ce moment, sur la réforme de la voie professionnelle, c'est rumeurs, et surtout, j'en sais rien qui parle à j'en sais pas plus. Donc ça donne de l'inquiétude auprès des collègues, mais également auprès des jeunes. Donc sur les rumeurs, on pourra en parler, mais où ça en est exactement, je ne pourrais pas répondre à cette question précisément. Une réforme portée par Carole Grandjean et non Caroline, c'était une erreur de ma part. Petite question tout de même, parce qu'on parle de septembre peut-être 2023, pour commencer à mettre en place cette réforme qui serait sur 2 ans à peu près. Vous n'avez pas non plus d'informations sur le début en tout cas de la mise en place de cette réforme ? Très peu. On sait que certains établissements sont déjà sur des expérimentations qui ont commencé, mais ça reste des niches. Mais pour faire réellement une réforme qui serait applicable en septembre 2023, on va être clair, c'est impossible. C'est impossible par le réglementaire, comme c'est impossible de faire une loi qui pourrait s'appliquer en septembre. Donc pour l'instant, je pense que si le canard sans tête décide de remettre une tête, on devrait pouvoir de nouveau entrer en discussion, c'est-à-dire qu'on a 3 mois de discussion à avoir pour ce qu'on attend de cette réforme et quels sont les arbitrages faits par le président de la République, la première ministre et la ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle. Dylan Aïssi, porte-parole, je le rappelle, du collectif Une Voix pour tous. Le gouvernement a renoncé notamment à allonger la durée du stage qui devait être de 50%. Vous avez milité pour justement le retrait de cet axe-là précisément de la réforme, c'est ça Absolument, oui. Pour nous, la question du lycée professionnel, elle doit d'abord s'inscrire dans une réflexion sur finalement ce qu'on fait des plus faibles. Parce que c'est là où c'est dans le lycée professionnel qu'en général il se retrouve. On connaît déjà les chiffres sur les taux d'orientation en fonction de l'origine sociale, en fonction du genre, en fonction de la situation ou de handicap. Et quels sont-ils ? On sait par exemple que lorsqu'on est issu de milieux défavorisés, on a 93% de chances de plus d'être orienté en lycée professionnel. On sait que 75% des garçons d'origine subsaharienne sont scolarisés en lycée professionnel. D'accord. On sait que 93,4% des lycées d'enseignement pro ont un IPS inférieur à la moyenne nationale, un indice de position
proposition sociale, quand 88% des lycées généraux et techno en ont un supérieur à la moyenne nationale. Donc finalement, on a des données qui sont assez éloquentes sur la situation sociale réelle du lycée professionnel. Et cette mesure qui a été portée, je pense, traduisait aussi peut-être un éloignement aux réalités que peuvent rencontrer des élèves, à la fois dans le cadre scolaire et extrascolaire, mais aussi dans le cadre des périodes de stage qui peuvent parfois ne pas bien se passer. Pourquoi est-ce qu'il faut raccourcir peut-être ces périodes de stage? Il est important que les élèves aient toutes les connaissances du socle commun, de culture générale, pour pouvoir aussi, après, dans leur vie professionnelle, avoir les connaissances minimum. Alors nous, on ne parlerait pas nécessairement de raccourcir les heures de stage, mais ce qui est effectivement essentiel, c'est d'augmenter le volume d'enseignement sur les savoirs fondamentaux. Parce que ça manque aujourd'hui. Absolument, ça manque. Non seulement ça manque, mais en plus, les élèves accumulent un retard. On sait qu'il y a 60% des élèves de lycée professionnel qui accumulent au moins un an de retard scolaire. Donc il y a en fait un vrai besoin de rattraper ça, non pas seulement de les acquérir, mais en fait de les rattraper tout simplement. Et il faut absolument pas que ça soit évité dans la prochaine réforme. Mais comment trouver le juste milieu justement entre les connaissances générales qui sont extrêmement importantes pour ces élèves et en même temps une facilité, aussi une certaine aisance que l'on recherche dans le monde de l'entreprise pour ces jeunes-là? Comment trouver le juste milieu? C'est difficile. Pour nous, il y a la dimension académique, la dimension professionnelle, mais il y a aussi tout un tas de compétences qui sont pas forcément encore proposées dans le cadre scolaire. C'est aussi l'objet d'une des propositions qu'on porte, de pouvoir ouvrir les établissements à des heures un peu alternatives qui permettent d'acquérir de nouvelles compétences. Mais en tout cas, il faut prendre l'élève dans sa globalité et pouvoir lui permettre d'exploiter toutes ses compétences partout. Pascal Vivier, quels sont les grands axes selon vous de cette réforme qui sont réellement importants aujourd'hui? Les éléments que Dylan vient de vous donner sont tout à fait justes et ils démontrent une chose. Une réforme n'est possible que si on dresse un diagnostic exhaustif, précis, objectif de la situation. Quels sont les élèves qui sont en lycée pro, quelles sont leurs difficultés, quels sont les talents qui n'ont pas été exploités, qu'attendent les entreprises comme nouvelles compétences. Pour l'instant, ce diagnostic, il n'est pas fait et il est essentiel. Parce que oui, l'institution discrimine à l'orientation à niveau égal. Quand vous êtes issu de l'immigration subsaharienne, quand vous êtes une jeune fille, vous avez plus de chances d'aller en lycée pro. Et ça, il n'est pas question que le lycée professionnel reste un lycée stigmatisé. Donc nous, ce qu'on demande, c'est ça. Après, plus de stages, moins de stages, on verra. On sait que les stages ne sont pas des stages de découverte en entreprise. Les élèves en période de formation en milieu professionnel, c'est comme ça qu'on les appelle ces stages, vont chercher déjà de la formation en entreprise à hauteur de 22 semaines. Donc ce n'est pas rien. Donc c'est de l'alternance. En revanche, si on fait le diagnostic, on verra que plus de 40% des élèves qui sont en seconde CAP ont des vraies difficultés de lecture, d'écriture et dans les mathématiques, à plus de 30% en seconde bac pro. Donc on doit se poser la question, pourquoi ils nous arrivent dans cet état et comment on fait pour les remettre à niveau? Et vous avez parlé très justement d'un socle commun. Moi, je parle de socle commun culturel et cette question-là, elle doit être posée. Qu'est-ce qui fait qu'entre vous et moi, qu'entre tous les citoyens, on doit pouvoir se reconnaître, pouvoir se parler et se comprendre et quel est ce minimum commun qu'on doit avoir? Ça aussi, avant de lancer toute réforme, il nous faut ce diagnostic et pour l'instant, on ne l'a pas. Ça fait 8 mois qu'on vient de passer avec la ministre Carole Grandjean et on n'a pas eu cette discussion. Cette ministre Carole Grandjean, un mot quand même, Pascal Vivier, je vous coupe, mais c'est important de souligner, on la voit très peu dans les médias, on la voit même quasiment pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'elle a compris réellement les enjeux de cette réforme primordiale, quand on vous entend, on le comprend, de cette voie professionnelle? Vous comprendrez que je ne peux pas répondre à cette question et qu'elle lui est adressée. En tout cas, je fais le même constat que vous. En tout cas, à travers votre regard. Et je la vois peu, je l'entends peu, mais il faut dire aussi que quand on la voyait, c'était pour stigmatiser le lycée professionnel où elle disait que le décrochage scolaire, c'était la cause. Le lycée professionnel en était la cause. Le fait d'être en inadéquation avec l'emploi, ce qui est faux, nous en étions encore la cause. Le manque de compétences que les entreprises recherchent, on en était encore la cause. Donc, si vous voulez que je vous dise mon sentiment personnel, elle ne me manque pas. Un mot quand même sur cet axe aussi de la réforme. Les entreprises pourraient visiter les collèges et échanger avec les élèves sur les métiers, les besoins de compétences. Est-ce que c'est une bonne chose, Dylan, de faire entrer les entreprises donc privées au sein
d'un établissement scolaire? Alors pour nous, il y a deux choses. D'abord, c'est une bonne chose si toutes les entreprises vont dans tous les établissements scolaires au même titre et qu'on ne s'appuie pas seulement sur les entreprises qui peuvent avoir un lien ou non avec le travail qu'exercent les parents des élèves. Parce que là, on voit aussi des vrais écarts. Et puis, toujours se poser la question de finalement à quoi sert l'école dans la société, quel est son rôle. Donc on considère que l'école c'est finalement le centre de l'éducation, mais que l'éducation elle n'est pas simplement du fait de l'école et que si demain on y associe les entreprises, il faut absolument y associer aussi les acteurs associatifs qui puissent rentrer dans les établissements scolaires et continuer l'impact social et personnel qu'ils ont auprès des élèves. Donc c'est une bonne chose à condition d'avoir toutes les entreprises dans tous les territoires et que finalement on permette à tous les élèves d'avoir le même champ possible et qu'on reste quand même focalisé sur l'acquisition des savoirs fondamentaux. Oui, vous dites que ça va souligner encore une fois les inégalités. Ça peut. On parle d'orientation, c'est vrai aussi dès le collège. On a 13-14 ans, on commence déjà à poser des questions aux enfants. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? C'est un choix extrêmement difficile, je trouve. Est-ce que c'est pas aussi une sorte de pression que l'on met aux enfants dès le plus jeune âge à vouloir les orienter le plus tôt possible? Maintenant, à 14 ans, il faut choisir quasiment après la 3e dans quelle voie est-ce qu'on s'oriente? Alors, il faut choisir en principe, mais effectivement, on se rend compte qu'un certain nombre d'élèves de la voie professionnelle n'ont même pas le choix dans cette orientation-là. Ils subissent l'orientation. Ça veut dire qu'il y a 14-15 ans, on dit tu vas aller dans telle filière ou dans telle filière. T'es un garçon, tu vas aller en esthétique, on va te dire tu vas aller en BTP. T'es une fille, tu vas aller en BTP, on va te dire que tu vas en esthétique. Donc ça, c'est un vrai... Encore aujourd'hui, pardon, mais les garçons et les filles ne peuvent pas choisir leur orientation. Ça arrive encore très souvent. Il y a des garçons peut-être qui veulent aller en esthétique, on leur dit non, tu vas en BTP. Bien sûr. Ça arrive aujourd'hui. Il y a une incitation qui est très forte dans l'enquête d'opinion qu'on a sortie en janvier, justement, où on interrogeait avec Via Voice et la Fondation de France un peu le rapport des Français au lycée professionnel. On se rendait compte que 43% des élèves et des anciens élèves de lycée professionnel disaient avoir subi leur orientation. Donc en fait, ça fait près d'un élève sur deux, ce qui est très très important. Donc il y a encore ce gros poids de l'orientation subie qu'on retire finalement aux élèves. Et puis cette espèce d'épée Damoclès, de punition, de dire si tu n'as pas des bons résultats, tu vas en pro. C'est le cas aussi, parce qu'on voit aussi peut-être des élèves qui sont très bons à l'école et qui vont en lycée professionnel. Vous le voyez, ça augmente peut-être les chiffres ou pas? Alors il y a une incitation qui est finalement inversée. C'est-à-dire que quand un élève est très bon, on va lui dire de ne pas se gâcher sa scolarité en lycée professionnel. On lui dira peut-être que tu vas en général et puis après tu fais ce que tu veux une fois que tu as ton bac, mais ça reste quelque chose de distant des élèves qui obtiennent de bons résultats. Et pourtant, l'artisanat, on en parle de plus en plus. Ébéniste, par exemple, il y a plein de métiers comme la mode aussi qui sont très sollicités en ce moment, qui sont mis aussi en avant de plus en plus. Est-ce que vous voyez plus de jeunes s'orienter vers ce genre de voie ou... En fait, il y a toujours des élèves qui s'orientent en l'ayant choisi. L'inquiétude, elle doit se poser lorsqu'on a une masse importante d'élèves qui ne choisissent pas leur orientation, ce qui est encore aujourd'hui trop fortement le cas et ce qui perturbe aussi la scolarité des autres élèves. Pascal, j'aimerais voir avec vous aussi sur la revalorisation du salaire des professeurs annoncé par Emmanuel Macron. Enfin, c'était la semaine dernière, jusqu'à 500 € net. Alors seulement pour les professeurs qui respectent certaines conditions. C'est notamment accepter le fameux pacte, participer donc à de nouvelles missions comme le dispositif Devoirs faits. On l'attendait quand même depuis longtemps, cette revalorisation. Bien sûr. Et c'est difficile de trouver des collègues qui sont satisfaits par les annonces faites. Et pourtant, elles sont sans précédent. Jean-Michel Blanquer avait porté la question des salaires et du Grenelle avec 700 millions d'euros. Pape Ndiaye amène sur la table 3 milliards d'euros. Donc c'est important, c'est pas vu depuis les années 90, mais c'est vrai que le retard cumulé depuis près de 15 ans nous amène à jamais être satisfait. Malgré tout, pour le socle, c'est 2 milliards pour tous, 2 milliards d'euros, donc ça entre 100 et 230 € par mois, donc on les prend. Et la question du socle, c'est 1 milliard, c'est avec des travaux supplémentaires. Je ne peux pas dire autrement, les collègues vont avoir du mal, sont tellement paupérisés, ont été tellement déclassés avec ces dernières années qu'il est difficile de trouver de la satisfaction. Mais en même temps,
il faut s'en tenir aux faits. 3 milliards, c'est du jamais vu, et donc c'est déjà pas mal, mais il faut encore qu'on discute, et en particulier du point d'indice à la fonction publique. Vous êtes d'accord, Dylan, avec ça? C'est pas assez encore. Nous, il y a la question salariale pour les enseignants, mais il y a aussi la question de l'accompagnement social et psychologique dont ils peuvent avoir besoin, surtout dans des établissements où finalement il y a une concentration de difficultés très très forte et dans lesquels il faut justement avoir peut-être un renforcement sur les accompagnements sociaux. Pardon. On va continuer à parler d'argent, puisque aujourd'hui les élèves sont payés 4,05 € de l'heure lorsqu'ils effectuent un stage, et cette rémunération est obligatoire si le stage dure au moins 44 jours. Ça veut dire que si ça dure 43 jours, eh bien les élèves ne sont pas tenus d'être payés, enfin en tout cas ne sont pas payés. Avec cette réforme, eh bien c'est un peu le point positif, en tout cas, c'est que l'État prendra en charge la rémunération des lycéens professionnels et non l'employeur. C'est une bonne chose ou pas, Pascal? Sur la gratification des élèves, c'est toujours une bonne chose. Si c'est au détriment de quelqu'un, je m'en méfie toujours. Par exemple, si vous avez les élèves qui sont en terminale bac pro et qui passent la majorité de leur temps en stage, c'est-à-dire en entreprise, payés par l'État, vous voyez bien qu'ils vont devenir réellement les concurrents des apprentis. Pourquoi un petit employeur, un artisan, un commerçant, c'est quand même le premier employeur de France, prendrait un apprenti plutôt qu'un jeune qui est déjà pris par l'État. Donc, gratifier les élèves, on y est très favorable. Après, il faut regarder comment. Pourquoi? Nous, on aurait préféré avoir des passes culture bien plus importants pour les lycéens professionnels. On aurait aimé déjà parler du statut du lycéen professionnel. Est-ce que c'est le même jeune qu'en lycée général et technologique? Comment on le rémunère? On préférerait des bourses sur projet supplémentaires, et on aurait aimé aussi que les bourses soient valorisées, car comme l'a dit Dylan, les élèves qui sont issus des classes sociales les plus fragiles, pour être clair, les plus pauvres, ils sont en lycée professionnel. Donc il faut leur donner un coup de pouce. En revanche, si c'est pour dire le jeune va avoir de l'argent, il va amener de l'argent à sa famille, là c'est le monde à l'envers. Donc bien regarder cette question-là, elle n'a pas encore été discutée du tout à quelque niveau que ce soit. Dylan, un mot peut-être sur cette rémunération. Oui, je suis totalement d'accord avec Pascal. Il faut absolument pas que ce soit le seul élément de motivation d'une orientation en lycée professionnel. Et c'est vrai qu'une des choses qu'on a observées sur les dernières années, c'était parfois des élèves qui sortaient du lycée avant d'avoir obtenu leur diplôme pour pouvoir aller s'insérer immédiatement dans le monde de l'emploi, parce qu'effectivement, il y a une urgence financière et sociale qui est très forte. Et avec l'inflation, c'est ça, absolument. Donc parfois il y a un besoin qui demande à trouver des réponses, et peut-être que ça en est une, certainement. Ouais. Le but de cette réforme aussi, c'est d'amener les élèves à choisir certaines filières qui feront le monde de demain, comme la transition énergétique avec les métiers de la rénovation thermique ou encore les métiers de la mobilité. On voit que ça évolue énormément. Cela peut participer justement à rendre peut-être cette filière encore plus attractive pour les élèves. Il y a beaucoup de choses à faire quand même, hein, c'est positif. Absolument, à condition que tous les métiers soient offerts aux élèves. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule filière de bac pro qui existe dans le développement durable, c'est une filière de tri de déchets. D'accord. Et donc en fait, si on veut avoir une revalorisation des filières des élèves et permettre aux élèves de choisir leur parcours, il faut aussi qu'il y ait des métiers qui soient proposés et qui sortent un peu de ce qui est actuellement ciblé par le lycée professionnel. Donc en fait, très bien les métiers de la rénovation du numérique, de la transition environnementale. Nous on propose aussi des métiers des filières sur les métiers du jeu vidéo, sur tout un tas de secteurs qui sont pas encore proposés. Et il faut demain que le lycée professionnel puisse se dire on va former de la personne qui va appliquer à la personne qui va concevoir les produits. Pascal, il faut valoriser encore ce secteur avec les métiers de demain qui vont arriver. On aura évidemment besoin de bras et de cerveau. Il faut aussi travailler là-dessus, d'après vous? C'est essentiel. Ça fait 15 ans que j'entends parler de métiers d'avenir. Vous savez, on s'adapte. Par exemple, pour un mécanicien auto, aujourd'hui, il est dans les métiers d'avenir et il s'occupe des voitures électriques, où ce n'est pas du tout la même chose que les moteurs thermiques. Là aussi, pour créer un diplôme, il faut savoir combien de temps ça prend. Ça prend 3 ans. Entre l'idée et la réalisation du référentiel et des programmes, ça prend 3 ans. Donc là, maintenant, c'est l'urgence. On a besoin de métiers, Dylan l'a dit, dans le jeu vidéo, mais les conducteurs de drones, dans la communication. On a un grand nombre de métiers qu'on doit inventer. Pour qui? Pour essentiellement des élèves qu'on a déversés
vers le lycée tertiaire et qui n'ont pas d'appétence particulière pour la comptabilité, le secrétariat, la vente, le commerce, où l'insertion à l'emploi se fait plutôt à Bac+2 et Bac+3. Donc très clairement, là aussi, il faut se mettre autour de la table avec les entreprises, les artisans, de quels salariés ils ont besoin à 5, 10, 15 ans. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on repère les jeunes dès le collège sans que l'orientation soit une orientation sanction, c'est-à-dire une orientation à long cours. On parle par exemple de la communication ou pour fabriquer par exemple des instruments de musique. Là aussi, si vous ne donnez pas envie à un jeune en 6e, en 5e, en 4e, en 3e de découvrir des métiers auxquels sa famille n'a pas forcément accès, vous ne lui donnerez pas la possibilité de faire une orientation réussie, c'est-à-dire choisie. Donc actuellement, l'orientation vers le lycée professionnel est une orientation par l'échec. Vous avez moins de 9 de moyenne générale en fin de 3e, vous allez au lycée professionnel. Il faut arrêter ça. Il faut repérer des talents qui ne sont pas repérables au collège et essayer de leur donner déjà un panel. Vous parliez tout à l'heure des entreprises qui viennent au collège. Moi, je dis attention, c'est aux profs à aller vers les entreprises comme moyen pédagogique et à faire découvrir ce qu'est une entreprise. Là, oui, mais ça pose une autre question. La réforme de l'enseignement pro, si elle ne touche pas au collège et si elle ne touche pas à l'enseignement supérieur, on passera vraiment à côté d'un moment historique et on sera sur des mesures au mieux cosmétiques. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Pascal Vivier, secrétaire général du SNETAA. Merci aussi à vous, Dylan Haïti, porte-parole, je le rappelle, du collectif Une Voix pour tous. Et vous avez aussi créé votre podcast. Allez l'écouter, c'est passionnant. La revanche des pros, où vous donnez donc la parole à des gens inspirants. Merci beaucoup à tous les deux. On va faire une pause à présent dans le Grand JT L'éducation. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder ensemble une thématique forte de l'éducation. Lundi, place aux initiatives locales, aux grands chantiers du gouvernement, c'est dans Action Éducation. Mardi, on s'intéresse aux nouvelles valeurs enseignées à vos enfants, c'est dans École Ensemble. Et puis le mercredi, focus sur l'extrascolaire, art, sport, musique. On découvre tout ça dans Extra School. On en vient au jeudi, on se projette sur l'avenir de vos enfants. C'est Mission Orientation avec chaque semaine des conseils précieux, avec notamment l'aide d'une coach spécialisée dans le domaine. Et puis vendredi, on prend son valise, direction l'école du monde, on part à la découverte des pédagogies à l'étranger. Avec moi, tous les jours en plateau, des parents, des profs, des élus, des élèves, le MAG vous donne la parole. Et nous sommes de retour dans le Grand JT de l'éducation et avec nous sur ce plateau Marie Maillot de Corte, comédienne. Bonjour. Bonjour. Jérôme Chabot, également comédien. Vous êtes là tous les deux pour nous parler de votre spectacle Scarlett qui se joue au Théâtre de la Comédie Nation dans le 11e arrondissement de Paris. Il traite d'un sujet important, c'est l'autisme. Il a été élu aussi meilleur spectacle pour enfants. Comment est né ce projet, Marie ? Alors, ce projet est né de la rencontre que j'ai faite avec une jeune autiste qui s'appelle Esther, il y a plusieurs années déjà, qui avait 12 ans à l'époque, qui avait un autisme très lourd et qui ne pouvait pas parler ni voir les choses parce qu'elle était vraiment que dans son monde, donc elle n'avait vraiment aucun moyen de communiquer. Et donc, j'allais la voir une fois par semaine pendant 7 ans, parce que je suis musicienne aussi. Et donc, j'amenais différents instruments, je chantais, tout ça pour essayer de l'ouvrir. Et puis, au fil des ans, ça a été magique. Elle s'est pas que grâce à moi, bien sûr, mais en tout cas, je l'ai vue s'ouvrir. Et ça m'a donné envie d'écrire l'histoire de Scarlett, qui est une petite poupée en noir et blanc dans un monde en couleur qui s'appelle le pays d'arc-en-ciel, où tout le monde se moque d'elle parce qu'elle est différente. Et donc, Scarlett a besoin de bonbons magiques pour s'évader de l'autre côté du ciel, dans son monde à elle, où elle est toute seule et du coup, personne ne se moque d'elle. Et en fait, elle va perdre ces bonbons magiques et donc, elle va être obligée de faire un voyage pour les retrouver. Voilà. Comment Jérôme est arrivé dans l'aventure ? Alors, Jérôme, oui, il faut savoir qu'à la base, on était quand même deux déjà. Je travaille avec ma maman qui est Christiana Decor. C'est celle qui fait les costumes. C'est ça, les costumes, les décors, c'est très visuel. Tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Et donc, on était déjà sur le projet depuis un moment et
on a eu la chance de rencontrer Jérôme, qui a bien voulu amener tout son talent pour être comédien et bien plus en fait dans le projet. Voilà. Qu'est-ce que vous faites sur scène alors, Jérôme ? Sur scène, moi j'ai un rôle un peu mystérieux parce que j'accompagne Scarlett, mais je suis un peu un personnage de l'ombre. D'accord. Donc c'est moi qui fais évoluer un petit peu tous les univers, tous les décors. Et puis surtout, j'anime tout. Alors là, vous avez l'exemplaire de Scarlett qui est une des poupées du spectacle. Mais oui, fait, on l'a vu effectivement dans les mains de Marie. Voilà. C'est ça. Et en fait, dans ce spectacle, il y a différentes poupées. Donc, de par son voyage, elle rencontre différents personnages qui sont différentes poupées. Du coup, moi, je suis marionnettiste, je les manipule et je fais en sorte qu'elle puisse avoir des belles rencontres sur son parcours. Voilà. Vous allez peut-être nous présenter Scarlett alors. On l'a vu, on l'a entrevue il y a quelques secondes. Qui est Scarlett alors ? Alors Scarlett, du coup, c'est elle. Je ne sais plus dans quel. Voilà, très bien. Un petit peu plus haute. Voilà, super. Et donc, Scarlett, qui est cette petite poupée tout en noir et blanc, et qui donc est finalement autiste, même si dans le spectacle, c'est traité avec beaucoup de poésie et de lumière, et si on le sait pas, on n'est pas... c'est pas quelque chose, on le dit pas de manière trop frontale. Et donc voilà, elle a besoin de ce sac, un petit sac en voile d'étoiles avec des bonbons magiques à l'intérieur pour pouvoir s'évader. Elle perd ce sac et le spectacle commence comme ça. Et donc c'est un spectacle interactif où on a besoin des enfants pour nous aider à retrouver ce sac. Elle va être obligée de s'ouvrir aux gens pour demander de l'aide. Finalement, elle va rencontrer plein de personnages qui sont tous prisonniers d'eux-mêmes, de leurs doutes, tout ça. Et puis finalement, eux, au lieu qu'ils l'aident, c'est souvent elle qui les aide. Et finalement, elle va se rendre compte qu'elle a peut-être pas tant besoin de bonbons magiques, mais d'autres choses. Voilà. Comment réagissent les enfants qui regardent ce spectacle ? L'autisme, ça leur parle ? Oui, alors beaucoup. On a beaucoup de chance jusqu'à présent. Les enfants sont complètement dans l'histoire. En fait, c'est un personnage. Ils participent vraiment. Donc en fait, ils sont autant personnages que nous. Et donc ils sont très très investis dans la quête. Et le but, c'est vraiment de leur parler de la différence, du handicap, du fait de s'accepter, d'accepter les autres et de parler de la vraie magie qui est qu'on est tous différents. Voilà. Alors vous produisez aussi dans différents endroits, oui. Les écoles, les hôpitaux, des IME aussi, des centres de loisirs. C'est extrêmement éclectique, c'est très différent. Est-ce que l'accueil a toujours été le même ? Comment est-ce qu'on s'adapte entre une école et puis une IME ? On imagine que c'est très différent. Oui, c'est très différent. En fait, le projet principal de Scarlett, c'est un double projet. C'est parler de la différence à tous les enfants et se déplacer vers les enfants qui n'ont pas accès au théâtre. Donc, pour ça, soit on joue vraiment dans les hôpitaux, soit dans les théâtres ou les écoles. Et oui, l'accueil, non, en fait, les enfants, ils reçoivent le spectacle de la même manière, en fait. D'accord. Alors après, ils ne s'expriment pas de la même façon. Par exemple, si c'est un public d'enfants polyhandicapés, ils peuvent crier en plein milieu du spectacle parce que c'est leur façon à eux de s'exprimer, venir sur scène, on les laisse faire. Mais en tout cas, ils réagissent au même moment, ils ont la même joie, ils pleurent à la fin, tous, ils veulent pas partir à la fin, tous, on a les mêmes... c'est des enfants, quoi. On dit justement que le public des enfants est plus difficile que celui des adultes. C'est vrai, ça, ou pas ? Dans notre cas, non, parce que la magie de Marie, en fait, qui connaît très bien les enfants, mais c'est ça. Oui, vous avez l'air très dans le monde des enfants encore, mais c'est génial, c'est super. Moi, j'ai pas réussi à grandir, ça n'a pas marché, j'ai essayé. Très grand enfant, et du coup, les enfants deviennent l'ami du personnage Scarlett, en fait, qui est interprété par Marie, et du coup, avec sa poupée sur scène. Et du coup, comme les enfants sont leur nouvelle amie ensemble, Scarlett a juste besoin de leur demander quoi faire et ils répondent positivement à toutes les demandes de Marie. Donc du coup, en fait, on n'a aucun souci avec les enfants. Même ils viennent sur scène parfois, pas pour mettre le bazar, mais vraiment pour aider le personnage de Scarlett à avancer dans son aventure. Et donc, nous, on a rencontré aucun problème avec les enfants, malgré le fait qu'ils montent dans des émotions des fois inconnues pour eux aussi. Et les adultes, le spectacle, moi je l'ai écrit en pensant aux adultes aussi, parce que je trouve ça très important. Voilà. Et du coup, il y a au moins 2 ou 3 niveaux de lecture, que ce soit pour des petits-enfants, des enfants plus grands ou des adultes, et que chacun puisse s'y retrouver. D'accord. Et on a déjà eu des salles d'adultes, en fait, qui ont vraiment adoré aussi. Que propose le théâtre de plus que l'école, justement, pour amener ce genre de message, pour véhiculer certaines valeurs, comme la tolérance notamment ? Alors moi, ce que j'aime dans le théâtre, c'est que... Alors,
on aime pouvoir organiser des séances où on va faire venir des enfants qui sont porteurs de handicap et mélanger du coup au public. Et comme ça permet l'inclusion de ces personnes, enfin qui a de mêler les mélange, voilà un mélange et puis aussi c'est moi j'aime bien aussi le théâtre qui soit pardon j'arrive pas à trouver mes mots excusez-moi c'est un endroit un peu magique pour moi où vraiment on rentre déjà dans un univers donc je trouve que c'est déjà magique. Alors il y a Scarlett sur scène mais il y a un livre que je vois posé sur cette table au milieu. C'est un livre de présentation. Alors allez-y, portez-le tous les deux pour montrer à la caméra. Essayez de bien faire. Donc, voilà, super. Je vais vous présenter un peu le projet. Donc voici Scarlett, qui est donc cette poupée différente. Alors ensuite, voilà, ça c'est ma page égocentrique. Il y a différents instruments, voilà. La guitare, l'accordéon, l'alto, qui est le grand frère du violon, le chant. Oui. Là c'est ma maman, du coup Christiana Decort, qui était l'assistante de Pierre Cardin et qui a fait donc toutes les poupées, tous les décors. C'est très très visuel, on se déplace en camion dans toute la France avec les décors. Voilà. Ça c'est donc Jérôme qui est marionnettiste et qui s'occupe de toutes les poupées que va rencontrer Scarlett sur son chemin. Voilà, là c'est un petit nuange gardien, qui s'appelle Cécile. Le dandy, voilà, le premier personnage qu'elle rencontre qui est prisonnier, en fait, qui est prisonnier de lui-même. Il a trop peur de la pluie, trop peur d'être sali, et donc il fabrique des parapluies, mais il est jamais sorti. D'accord. Alors attendez, on va peut-être pas dévoiler tout le spectacle non plus. Petite question quand même importante sur les costumes et les décors. Tout est fait à la main. Oui. En quoi est-ce que c'était important pour vous que tout soit fait par votre maman notamment? Alors moi j'avais très envie que tout soit fait à la main parce que pour moi ça veut dire que c'est fait avec le cœur déjà. C'est pas faux. Et voilà, et puis du coup par ma maman encore plus parce que je suis peut-être pas née à la bonne époque, j'en sais rien, mais tout ce qui est écran, là on voit même avec les enfants qui sont tout de suite très vite devant des portables, devant tout ça, ça me fait très peur. Et moi j'avais envie de pouvoir leur montrer qu'on peut rêver en fabriquant des choses aussi à la main, qu'il n'y a pas forcément besoin d'un écran, et en plus ça marche très bien, ils le voient aussi. Et voilà, pour moi c'était très important de revenir à quelque chose qui est fait par soi-même en fait. Voilà. Et puis aussi, par le biais de faire soi-même, c'est aussi montrer qu'eux peuvent faire, en fait, qu'ils ne se sentent pas empêchés, qu'on peut être très créatif et aussi prendre un peu le contrôle de ses créations et avec peu faire beaucoup finalement. Alors là, vous êtes à fond dans ce spectacle Scarlett qui est absolument super. Est-ce que vous avez d'autres projets, peut-être un nouveau spectacle en tête, un autre thème? Oui, il est plus que en tête, il est en création. Il est en création, d'accord. Ce sera quoi alors le sujet? Alors ce sera, alors il y aura toujours Scarlett, mais ce sera un univers beaucoup plus céleste, si je puis dire, et ça sera sur le dépassement de soi, vraiment. Ouais. Ah super, bah, écoutez, sur le développement personnel en tout cas, et sur la tolérance. Merci à tous les deux, Marie Maillot-Decort, Jérôme Chabot, pour le spectacle Scarlett, qui se joue en ce moment. C'est jusqu'à quand d'ailleurs? Alors à la Comédie Nation... Alors c'est toutes les vacances là, et après tous les samedis de mai. Voilà, d'accord, rendez-vous. Et ensuite, voilà, l'été, on va jouer pour l'APF, l'organisation pour l'Europe. D'accord. Donc voilà, après, c'est plus pour les enfants porteurs de handicap. C'est dans le 11e, en tout cas, à Paris. Il faut s'y rendre. Merci à tous les deux. Tout de suite, c'est la chronique de Brandon. Rebonsoir Brandon. Rebonsoir. Alors dans votre chronique aujourd'hui et avant, vous allez revenir sur l'histoire d'un incontournable des vacances de nos enfants, ou quand on était enfant, c'est le cahier de vacances. Exactement. Vous vous en souvenez sans doute, vous êtes tranquillement sur la plage, vous avez 8-10 ans, vous jouez, vous faites vos plus beaux châteaux de sable, et là, votre maman, votre papa vient vous voir pour compléter votre cahier de vacances, et forcément, les vacances se transforment en cauchemar. Vous vous rappelez Oui, très bien. Oui, le passeport, le fameux terminé, passeport. effectivement, bleu. Oui, avec la bouée et tout, je m'en souviens très très bien. Et forcément, les vacances, c'est plutôt je ne veux pas travailler, donc là, les vacances se terminent en cauchemar. Mais alors, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer ces fameux cahiers de vacances? Dites-nous tout. J'aime beaucoup cette référence à la grande chanteuse. Alors, l'inventeur, c'est Roger Magnard, c'est un représentant en papeterie aguerré dans le département de la Creuse. Et au début des années 30, cette papeterie est marquée par la crise de 1929. Forcément, ça empiète sur son commerce. Et Roger Magnard commence à perdre beaucoup d'argent, Mathilde. Il se rend compte qu'il y a un pic de vente au moment de septembre pour la rentrée scolaire, mais durant l'été, à partir de juin, juillet, août, c'est beaucoup plus compliqué. Donc alors, il faut trouver une nouvelle source de revenus. Il se creuse l'idée. Bon, il a une idée de génie à ce moment-là. Il réunit des instituteurs. Sa femme est aussi libraire. Et il crée les premiers livrets de vacances. On appelle ça comme ça à l'époque. Il s'entoure d'instituteurs. Et en 1933, le premier cahier de vacances voit le jour. Et ces premiers cahiers, on ne les appelait pas les cahiers de vacances à l'époque. On les appelait les cahiers de Loulou et Babette. D'accord. Pourtant, c'est un peu plus austère. Oui, c'est très austère.
Esther, justement, il veut se différencier des manuels scolaires de l'époque. Il veut aller à contre-courant de ce qui se passe. Et alors forcément, ces manuels scolaires étaient imprimés en noir et blanc avec des petits caractères. Et il a imaginé tout ça avec ses instituteurs. Bon, on était forcément encore très loin des cahiers de scolaires, carnets de vacances des années 70-80 avec ces couleurs bicolores, ces transformations. Ça manquait un peu d'illustration aussi à l'époque. Forcément, on a des charades, des rébus, des jeux, et on a aussi des exercices difficiles parce que l'intérêt aussi, c'est de préparer les élèves. Oui, l'idée, c'est de travailler un peu quand même. Il faut les préparer à la rentrée parce que ces carnets, à l'époque, sont déjà dans le programme de l'éducation nationale. Et il y a différentes questions. Le niveau, vous allez voir, il est assez difficile. Si on prend un exemple, à l'époque, dans ces carnets, il y avait différentes questions sous forme de QCM pour tester les connaissances des élèves à la fin du carnet. Si on prend un exemple d'un enfant de 7 ans, en 1937, regardez le genre de questions qu'on avait à cette époque. Quel est le nom du petit du corbeau? Le corbillard, le corbeillot ou le corbinet? Allez, franchement, au hasard, parce que je ne suis pas une pro des oiseaux, je dirais le corbillard. Le corbillard? Ouais. Très bonne question. Ah, magnifique. C'est difficile pour les enfants de Mais c'est super dur, attendez. Et justement, on élève le niveau. Un enfant de 9 ans maintenant, une autre question, toujours en 1937, cette question: qui a dit « Mon seul rival international, c'est Tintin » ? Charles de Gaulle, Philippe Pétain ou Georges Clemenceau, Mathilde? Moi, je dirais Charles de Gaulle quand même. Ah, bravo. Pétain, peut-être pas quand même. Exactement, Charles de Gaulle. Un enfant de 9 ans répondait à cette question. Non, mais ça, c'est incroyable. Hein. Il y avait une dizaine de questions environ, donc forcément, imaginez le niveau. Autre question, on élève encore le niveau. Allez, une dernière. Pour un enfant de 11 ans exactement, je fonds à 1063 degrés. Que suis-je? Ça, c'est l'or. Mais non, mais alors, ça, pour le coup, c'est l'or, mais c'est vrai que c'est... Ils ont quel âge? 9 ans, 8 ans? Oui, 7, 9 ans, 11 ans. Ah ouais, non, la question est assez incroyable. difficile pour cet âge-là. Ouais. C'est vrai que c'est assez compliqué. Alors, ces premiers cahiers de vacances avaient une autre particularité aussi, non? Une particularité très importante. Il n'y avait pas de correction dans ces cahiers de vacances à l'époque. On ne les corrigeait pas tout seul non plus. On les terminait à la fin de l'été et on les transmettait à notre professeur à la rentrée qui, eux, les confiait, les corrigeait et les confiait ensuite à l'éditeur. Parce que c'est là que ça devient intéressant. Le cahier de vacances à l'époque a une autre particularité. C'est qu'on pouvait gagner des gros cadeaux, des gros lots, si on terminer notre cahier de vacances. Alors les lots, forcément, au départ, c'était un stylo, c'était des différents accessoires de la trousse de l'école. Mais l'éditeur organise un très grand concours avec le temps parce qu'il se rend compte, évidemment, que les professeurs sont intéressés, les élèves aussi, et également les parents. Bon, on gagnait quoi alors? Un dictionnaire ou un peu mieux quand même? Un dictionnaire au départ, après des stylos, on a des vélos, des canoës. Des vélos? Oui, des vélos. Et ensuite, dans les années 50, les prix deviennent très intéressants. En 1956, le premier prix, si on complète son carnet de vacances, c'était... Vous avez une idée ou pas? Non, pour un enfant en plus... Pour un enfant, surtout pour un enfant. Je sais pas... une Renault 4 chevaux. Mais non. Oui. Il avait une voiture. Oui, bon, évidemment. C'était les parents qui étaient contents. Exactement. L'intérêt de Roger Magnard à l'époque, c'est justement de faire acheter ces carnets de vacances par les parents pour que les élèves les terminent avec eux. Et je vous ai apporté un exemplaire qui date de 1950. Voilà, c'est ce genre de carnet de vacances qu'on avait à l'époque. Et si on lit l'article 4, parce qu'il y a un concours à la fin, forcément, très à cheval, l'éditeur, écoutez bien, le classement, la tenue générale du cahier, propreté, goût, application à l'écriture, intervient pour une large part dans le classement. Seuls les cahiers complètement terminés seront retenus par les jurys. Alors vous avez vu, hein. Mais vous l'avez eu où, ce carnet? C'est dans mes articles personnels, je vous laisse le feuilleter si vous voulez. Oui, puis je vais faire quelques petites questions. Et à la fin des années 60, il y avait aussi d'autres cadeaux plus importants. Imaginez, la couleur arrive en 1967 en France et on pouvait remporter une télévision couleur et encore plus un voyage aux Caraïbes. Donc le succès a été immédiat ou ça a été un peu progressif quand même? Le succès est immédiat. La première année, on a Roger Magnard qui espérait écouler seulement 7000 exemplaires. Il comptait rentrer dans ses frais. En 1933, 50 000 exemplaires vendus et 5 ans plus tard, en 1938, 300 000 exemplaires. Ça sent bon, hein? Ah, c'est incroyable, ça sent le grenier. C'est ça les archives. Oui, moi j'adore. Alors malheureusement, au départ, ça se passe bien pour Roger Magnard et ses éditions. On est auréolé de ce succès, mais ça va être de courte durée parce que forcément, 1938, 1939, avec le début de la Seconde Guerre mondiale, on a une crise du papier, une pénurie, et les cahiers de vacances vont subir de plein fouet la censure du régime de Vichy, seront interdits. Les cahiers de vacances retrouveront ensuite les enfants à la Libération avec des nouveaux formats, encore moins austères et toujours plus didactiques. Aujourd'hui, il n'y a plus de récompense, Mathilde, donc pas possible de... Pas de voiture, pas de Renault 4 chevaux. Par contre, ça se vend toujours aussi bien. 4 500 000 exemplaires chaque année. Un écolier sur 3 a son carnet de vacances l'été. Allez, les cahiers de vacances, c'est évidemment pour cet été. Merci beaucoup, Brandon. Et puis tout de suite, on va s'intéresser à l'invité de la semaine de Malika Ménard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous cette semaine, Rosa Burstein. Bonjour Rosa. Bonjour Malika. Alors, tu es comédienne, humoriste. Tu joues d'ailleurs ton spectacle Rosa un peu partout en France. Tu seras notamment à Lyon le 3 juin, puis à Bordeaux, Nice, Montpellier, Toulon ou encore La Rochelle à partir de septembre. Et bientôt une date à la rentrée à Paris. Exactement, au Théâtre de l'Atelier, le lundi 23 octobre. Le tout en pyjama, c'est ça? Toujours le pyjama. Tu joues tout ton spectacle en pyjama, hein? C'est ça, j'ai un pyjama à Paris un peu doré et un pyjama en tournée bleu nuit. Ah, ça change en plus. Ouais. Tu fais aussi plein de choses à côté. Tu as notamment créé un podcast, Les mecs que je veux ken. Exactement. Écrit un premier livre, issu du podcast, c'est ça? C'est ça. Et tu animes aussi des émissions, tu as une chaîne YouTube. Bref, plein d'activités. Est-ce que tu trouves le temps de souffler à côté de tout ça? Non, j'avoue que là, il faut que je prenne des vacances, j'ai très envie. Mais tu le feras? Je vais le faire. Là, j'ai envie de retourner en Sicile au mois de juin. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets professionnels? Oui, il y a un tournage là au mois de mai. Mais non. Si. Donc c'est bien, ça varie. C'est un film, ça va se tourner, d'Édouard Pluvieux, avec Maxime Gasteuil. Superbe. Ouais, un super beau casting. Ça va être plutôt rigolo, a priori. Oui, ça va être une belle comédie. Il y a plein de comédiens incroyables. Il y a aussi Zabou Breitman. Ça va être trop bien. Tu commences à tourner quand? Là, début mai, dans 2 semaines. Ah oui, demain, oui. Ouais. Bon, on arrête de se projeter dans le futur. On fait un petit flashback. Où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi à Paris. Quel quartier? Je suis née... Mes parents habitaient à la Butte aux Cailles, dans le 13e. Ouais. Et ensuite, on est parti et on est allé vers Montparnasse. Ils habitaient rue de Lambre. Non, rue d'Odessa, mais j'allais à l'école rue de Lambre. À quoi ressemblait ton enfance? À quoi ressemblait mon enfance? Je me souviens que c'était l'époque où il y avait Dracula qui était sorti au cinéma et que sur le chemin, en revenant de l'école, il y avait un cinéma, je ne sais pas si c'était les 7 Parnassiens, mais avec l'affiche de Dracula. Et je me disais, et que ça me terrifiait. Et que sinon, on habitait dans un immeuble haussmannien et qu'il y avait, tu sais, dans les escaliers, une espèce de tapis rouge. Mais c'était un petit immeuble. Mais j'avais l'impression d'être une princesse. Voilà, ça, c'est des souvenirs d'enfance. Avec des frères, des sœurs? Avec une petite sœur, avec un chat, un premier chat qui s'appelait la Minette. Non. Si. C'était mon surnom plus tard. Oui. Ton surnom, c'est la Minette? De mon premier amour. Bref, voilà. Malika, la Minette. Oui, attention, donc t'avais des reprises médias. T'avais un chat, la Minette? On avait un chat, la Minette, que j'aimais beaucoup, sauf que ma petite sœur lui avait tiré la queue et la Minette avait griffé ma petite sœur. Mon Dieu. Et donc mes parents avaient rendu la Minette qui allait... Enfin, ils l'avaient donnée à ma tante Monique. Et donc, quand on voulait voir la Minette, on allait chez notre tante Monique. Quel genre d'élève étais-tu? Écoute, jusqu'au CM2, c'est-à-dire à l'école primaire, j'étais pas une très très bonne élève. J'étais un peu... pas spécialement paresseuse, mais pas très motivée, un peu rêveuse, un peu à côté de la plaque. Une fois, je me souviens, en CP, il fallait dessiner des masques. Et j'avais fait un beau dessin et la maîtresse l'avait montré. J'étais trop contente. Mais tu vois, c'était pas... Une fois en CP, mais ça t'a marqué. Une fois en CP. Et après, je suis devenue bonne élève, mais à partir du CM2. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais figure-toi que j'ai perdu du poids. Et oui, c'est bizarre, mais que quand j'étais petite et que j'ai... Il n'y a aucun rapport. Aucun rapport, mais je pense que c'est juste que peut-être que je me sentais mieux dans ma peau et plus motivée, plus envie de... Plus motivée pour la vie, en fait. Plus motivée pour la life. Mais, et avant, non, je pense que j'étais plus mélancolique. Donc, je n'étais pas spécialement intéressée par le travail, mais je n'étais pas spécialement intéressée par rien, tu vois. Je jouais pas... C'est triste. Ouais, c'était un peu triste. À mon enfance, elle était un peu... J'étais un peu... Moi, je me faisais traiter de grosse vache à l'école primaire dans la cour de récré, ouais. Ouais, t'avais déjà du harcèlement. Ouais. T'avais des amis? Pas beaucoup. Personne qui te défendait? J'avais pas beaucoup d'amis. J'allais voir une psy. Et résultat, j'avais une petite précocité intellectuelle et un retard émotionnel. Et résultat, j'avais des discussions un peu d'adultes avec mes parents et les amis de mes parents. Et donc très tôt, mes parents m'avaient dit le Père Noël n'existe pas. Et donc dans la cour, j'allais voir les autres enfants et j'ai fait le Père Noël n'existe pas. Donc non, j'avais pas d'amis. Et quelqu'un prenait ta défense? Tu te confiais au professeur?
À tes parents? En fait, j'ai fait des cours de théâtre. C'est comme ça que tout a commencé. En CM2? À partir du CE2. Mes parents m'ont inscrite au théâtre, voyant que j'avais pas beaucoup d'amis, que j'avais du mal à sociabiliser, et pour que voilà, je m'ouvre, que je fasse quelque chose. Exactement. Et c'est en faisant des cours de théâtre que j'ai commencé à me faire des copains, et puis que les choses ont commencé à être plus légères, que je me suis ouverte aux autres enfants, quoi. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Rosa Burstein pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci beaucoup Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV, c'est le Zap. L'idée de votre application, Qui Vive, qui a été créée en 2020, si je ne m'abuse, c'est de se dire qu'on va pouvoir remonter dans le temps, on va pouvoir apporter la preuve audio d'une agression verbale. Et 95% d'ailleurs, hein, il me semble, des victimes d'agressions verbales et de violences aussi de rue ou d'agressions et d'harcèlement ne portent pas plainte parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir justement apporter la preuve tout simplement de la plainte qu'ils pourraient déposer. C'est exactement ça, Marjorie. Le problème, c'est de pouvoir prouver. Donc, nous, Qui Vive, on apporte une application que tous les enfants, tous les parents, enfin, et beaucoup de monde, on y reviendra, peuvent télécharger sur leur smartphone Android ou iOS. C'est-à-dire que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et une fois que vous avez téléchargé l'application, elle vous suit. C'est une sorte d'ange gardien électronique. Et après que ce soit passer un harcèlement, une insulte, quelque chose de négatif, une fois que l'enfant est sorti de ce contexte plus dangereux, il ouvre son téléphone, il appuie sur le bouton sauvegarder de l'application Qui Vive et ça lui restitue les 20 dernières minutes d'enregistrement sonore de ce qui s'est passé. Donc ça permet dans ce cas-là de débriefer en quelque sorte, de partager. Et c'est quelque chose qui va lui permettre de décider, pas tout seul, avec le conseil de ses parents, comment agir, comment réagir. Est-ce qu'il faut aller voir la direction de l'école? Est-ce qu'il faut parce que le parole contre parole, quand vous n'avez pas l'outil Qui Vive, c'est la balle au centre. Enfin, il se passe rien. C'est toujours très stérile. Donc, si je comprends bien maintenant, grâce à vous, c'est parole contre application. Alors, c'est une façon de le verbaliser, oui. L'application, elle va vous produire un enregistrement sonore de ce qui s'est passé, puis quelques data technologiques dont je reparlerai tout à l'heure. Mais cet enregistrement sonore met les gens au pied du mur, quand ils sont connus, hein, évidemment, mais ça peut aussi se passer dans le bus, dans le métro, dans les lieux publics, etc. Mais pour le cas des enfants, des collégiens, des lycéens, à partir du moment où ils reviennent à la maison avec un enregistrement sonore, ils peuvent le partager, ils peuvent réfléchir au sujet. Qu'est-ce qu'on va faire? Auprès de qui? Comment est né ce compte TikTok? Merci de m'avoir invité déjà. Je vous en prie, c'est un plaisir. L'histoire est assez simple. Je suis très très proche de mes grands-parents depuis toujours. Ils m'ont en grande partie éduqué, mes parents également. J'ai toujours vu mon grand-père avec une caméra à la main. Et depuis que je suis né, il m'a un petit peu redonné cette passion pour l'audiovisuel. Et on a toujours fait des petites mises en scène, des petites scénettes comme ça depuis que je suis... À 3, depuis que je suis adolescent, parce qu'en fait, je me suis tourné autour de moi, j'avais une caméra à la main et mes acteurs principaux, c'était mes grands-parents. Et je partageais ces vidéos avec ma famille, avec mes amis, sur des réseaux sociaux, mais en cercle très privé. Et pendant la crise sanitaire, j'ai entendu parler de TikTok, et par curiosité, j'ai installé l'application et j'ai mis des anciennes vidéos qui dataient même d'il y a quelques années, il y a même 10 ans. Et mon téléphone a sonné, j'ai eu des notifications, des milliers de personnes qui sont arrivées d'un coup pour regarder mon travail, notre travail. Et voilà, l'histoire. Josette et Claude, se sont devenus des stars instantanément avec TikTok. Instantanément, oui. Après, ils se sont pris au jeu complètement. Et aujourd'hui, si vous les rencontriez, vous verrez à quel point c'est devenu une part intégrante de leur quotidien. Mon grand-père est sur TikTok tous les jours. Il regarde les stats. Il me fait des comptes rendus. Alors, il m'appelle Boss maintenant. Il me dit Boss, aujourd'hui, nous avons tant de millions d'abonnés, nous avons tant de millions de vues sur telle vidéo, etc. Combien de millions de vues justement pour vos vidéos Cumulé, on doit avoir 140 millions à peu près. Wow. Ce sont deux super copines de 81 ans qui un jour, à l'aube de leurs 80 ans, se sont dit « Et si on partait faire un tour du monde ?» Et elles viennent de le finir et elles ont vraiment fait un tour du monde en 80 jours, comme dans le livre de Jules Verne. Waouh.
C'est dingue. Hein. Tour du monde, elles sont allées où concrètement? Alors, elles sont allées sur les 7 continents, donc selon le décompte américain, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie, Océanie, et même en Antarctique. C'est même là-bas que leur périple a commencé le 11 janvier dernier. Au total, elles ont visité 18 pays. Alors regardez, les voici au pôle Nord, donc en traîneau. Les voici aussi en Inde, en visite au Taj Mahal, ou encore à Rome, à la fontaine de Trévi. Donc elles viennent tout juste de revenir, et tout le long de leur voyage, elles ont partagé leurs expériences sur leur blog. Ça s'appelle, vous pouvez aller voir, Around the World at 80. Ça s'écrit en chiffres, comme 80. Donc allez voir. Et une info intéressante que j'ai retenue en lisant leur blog, elles se sont pas engueulées une seule fois. Elles se sont pas parlé alors? Et si, ça avait l'air génial. Non mais c'est fou quand même. Rigole, 80 jours sans s'engueuler. Voilà, j'adore. Formidable. Ouais. 80 jours avec moi, ça fait bien plus de 80 jours qu'on travaille ensemble. C'est vrai. On ne s'engueule pas non plus. C'est vrai. Non mais je touche du bois. C'est assez banal. Ouais. Non, Chez moi aussi, je touche du bois. Non, moi, quand on dit je touche du bois, c'est là. Ouais. Vous avez une idée absolument super, c'est de faire manger les retraités à la même table que les enfants. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez pu mettre en place cette super initiative. Bien écoutez, cette initiative a une envie d'abord. On est sur un territoire, on est en campagne. Ici, on est dans l'Avesnois, dans le nord de la France. On est une petite commune de 3500 habitants et c'est vrai sur notre territoire, on a une population qui est quand même assez vieillissante. Alors, on avait envie de le mettre en place dès le début de notre mandat, en 2020. On sait bien qu'on a traversé la période Covid, alors faire rencontrer des aînés, des enfants, c'était pas ce qui était le plus recommandé à l'époque, et on a enfin pu le mettre en place là. Donc on a fait tester d'abord cette idée par le conseil des aînés de notre commune, parce qu'on a un conseil des jeunes et un conseil des aînés. Donc ils ont été 5 là sur le dernier trimestre 2022 à tester le dispositif. Et je pense que dès le premier midi de repas partagé, c'était déjà une grande réussite. On savait très bien que le test allait faire des merveilles, mais on ne s'attendait pas à aussi bien, vraiment. Vous le savez, Julie, il y a un nouveau délit de harcèlement scolaire qui a été créé par la loi du 24 février 2022. Ça introduit non seulement ce délit spécifique, encore une fois, qui est caractérisé en matière de harcèlement scolaire au pluriel, et puis surtout, les auteurs de harcèlement encourent désormais jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. Ça fait partie aussi des infos que vous donnez à ces enfants avec les cours de négociation d'ADN Kids, leur donner toutes les cartes, toutes les informations pour qu'ils puissent savoir s'en saisir. Exactement. L'approche qu'on a, nous, dans les écoles, on parle évidemment aux enfants harcelés et on parle évidemment aux enfants harceleurs et puis on parle à tous ceux qui voient et qui ne font rien. Et dans l'approche de nos ateliers, on en a 5 construits autour de compétences psychosociales clés, empathie, écoute active, assertivité. Donc, c'est des compétences dites fondamentales qui permettent d'amorcer ce mécanisme-là. C'est-à-dire, par l'empathie, je comprends ce que peut vivre l'autre. Souvent, les spécialistes de harcèlement vous diront, le harceleur n'a pas toujours pleinement conscience des conséquences de ses actes. En travaillant sur l'empathie, en les faisant identifier, comprendre les mécanismes émotionnels qui se jouent chez eux et chez les autres, ça donne une clé de lecture. La seconde chose, c'est évidemment, dans nos ateliers, on s'adosse à la négociation pour parler du non négociable. Le non négociable, ça sous-tend des notions de consentement. Parfois, quand on parle à des classes de CP ou de CE1, on est les premiers qui arrivons pour dire il y a des choses que même à 7 ans, on ne peut pas accepter. Tel comportement, pour faire écho à ce que disait Jean-Philippe, les insultes, des situations qui vont te mettre mal à l'aise, il n'y a pas de raison. Ça, c'est très important de les supporter et de les garder sur soi. Le prochain atelier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sur la confiance et l'estime. Parce que des débordements émotionnels, quand on a 8 ans, 12 ans, 15 ans, on en vit tous. On n'a pas forcément les clés. Et puis surtout, on intériorise. Et puis quand on est un enfant, on switch de réalité. Souvent, les enfants harcelés, les parents nous disent « mais c'est terrible parce que j'ai rien vu ». Parce qu'un enfant qui se fait harceler, c'est pas la première chose dont il va vous parler. En travaillant sur l'estime de soi, en travaillant sur la compréhension des mécanismes émotionnels qui se jouent, on encourage aussi la verbalisation pour venir dire il s'est passé ça. Et je trouve l'application remarquable parce que à la fois ça donne un support pour le dialogue et la discussion
Et la deuxième chose, c'est que ça permet également de se réapproprier ce moment-là sans les biais émotionnels qui vont biaiser la situation qu'on peut vivre. Donc c'est tout ce mélange-là vraiment de compétences qui les rend acteurs de la situation et qui leur donne des clés de compréhension sur eux, qui leur permet d'être capable de venir de dire cette chose-là que j'ai vécue, c'est pas normal que ça se soit passé comme ça, je peux pas rester dans cet état-là. Ouais. Et c'est valable pour ces 3 types de publics, donc harcelés, harceleurs et puis témoins qui ont aussi un rôle à jouer dans ces mécanismes de violence. Il y a une autre idée importante à la fois dans le roman, dans les travaux de Serge Boimard auxquels vous vous référez. Le mythe, c'est l'idée du récit fondateur. Et donc, c'est vraiment la façon dont les ados se retrouvent. Vous disiez, ça met à distance, mais c'est aussi le talent absolument hallucinant de la mythologie d'aller creuser et sur des sentiments totalement universels. On est au cœur de l'humanité. C'est-à-dire qu'on quitte le réel. Et c'est ce qui permet d'être dans l'intime. C'est-à-dire que, alors que dans une identité, j'avais fait un personnage justement qui retraverse le réel il peut pas penser ce qui lui est arrivé, il a vécu sous les bombes, voilà, donc il a été victime de tout ça. Le fait de pouvoir vivre un combat avec un monstre qui n'existe pas et de se battre avec lui, ça rappelle, ça lui permet de se construire un personnage fort qui peut lutter contre ce qui l'angoisse le plus. Voilà donc pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT de l'éducation. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain à la Réal avec moi, Angèle Jean-Girard, au son Thibaut Goury-Lafont, au maquillage évidemment c'est Colline Hamel, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Très bonne soirée, à demain.